Que tu viennes à Bali en voyage ou pour t'expatrier, il y a des pièges qui peuvent te coûter cher si tu ne les connais pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 arnaques les plus courantes ici, comment elles fonctionnent et surtout comment les éviter. On commence par la première arnaque qui touche autant les voyageurs que les expatriés. C'est le faux agent visa. Donc imagine, tu veux venir à Bali, pour ça il te faut un visa. Tu trouves un contact sur un groupe Facebook, tu commences à échanger avec lui, tu trouves le gars sympa, réactif, il t'inspire confiance, donc tu lui partages ton passeport pour qu'il te crée ton visa et là tu as deux options. La première, soit il disparaît, donc tu n'auras jamais ton visa. La deuxième, il va t'envoyer un visa, mais qui est faux. Il faut que tu saches qu'à Bali, ces dernières années, il y a pas mal de faux agents qui ont été démantelés. Les conséquences, tu peux avoir une perte de plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Ton passeport peut être confisqué. Et enfin, la pire, tu peux avoir une expulsion immédiate et ne plus pouvoir revenir sur le territoire, que ce soit pendant plusieurs années ou même à vie. Il faut que tu saches qu'à Bali, ils fonctionnent de cette manière. Ils vont pas te chercher chez toi s'il y a un problème de faux visa. Ils attendent que tu prennes l'avion. Donc si par exemple tu dois retourner en France ou si tu veux voyager dans un autre pays. Et le moment où tu passes ton passeport dans les portiques, ils vont reconnaître que tu as un faux visa. Et c'est à ce moment-là où ils vont t'attraper. C'est là que les gros problèmes commencent. Donc ce que tu peux faire pour éviter ça, passe uniquement par des agents qui sont reconnus et vérifiés. Tu peux regarder sur les avis Google, sur les groupes Facebook. Compare bien les prix. Si tu as un prix qui est trop bas, c'est suspect. Et enfin, tu peux vérifier le numéro d'enregistrement, ce qui est un peu plus compliqué, mais il y a quand même des solutions pour le faire. Dans mon accompagnement, je t'aide à choisir le bon visa selon ton projet et à te partager les contacts fiables que j'utilise moi-même et avec lesquels j'ai accompagné plus d'une 60aine de personnes à créer leur visa pour au moins t'éviter toutes les mauvaises surprises. La deuxième arnaque ensuite, c'est le faux taxi Bluebird. Donc imagine, tu as passé plus de 20 heures dans l'avion, tu viens d'arriver à Bali, tu as juste envie de prendre un taxi et d'être à l'hôtel. Tu vois ce logo avec le petit oiseau bleu, tu penses que c'est un Bluebird officiel, sauf que c'est une copie. C'est le même logo, la même couleur, mais sauf que c'est un faux taxi Bluebird et à l'arrivée, tu vas payer 5 à 10 fois le prix de la course. Il faut que tu fasses attention puisqu'en fait, ils vont se placer stratégiquement à la sortie de l'aéroport, ils vont utiliser des uniformes qui sont similaires et enfin dans le taxi, ils vont te dire que le compteur est en panne ou cassé pour te faire accepter un prix fixe qui est énorme. Donc les conséquences, c'est que tu vas payer 3, 5, 10 fois le prix. Tu vas avoir une mauvaise impression de Bali en arrivant et enfin, tu n'as aucun recours qui est possible. Ce qu'il faut que tu fasses, toujours installer les applications avant d'arriver, Gojek et Grab. Donc pour t'expliquer, Gojek et Grab, c'est un peu le Uber, l'équivalent de Uber en Asie. Si tu veux prendre un taxi Bluebird, il n'y a aucun souci, il n'y a pas seulement des faux taxis Bluebird, mais à ce moment-là, passe par l'application officielle. Ce qu'il faut aussi que tu fasses, c'est en arrivant à l'aéroport, va dans la zone dédiée taxi officiel ou bien dans les zones Grab et Gojek. Ensuite, la troisième arnaque, ça je peux t'en parler puisque ça m'est arrivé. C'est la villa fantôme, donc payer une villa qui n'existe pas. Donc tu vas tomber sur une annonce parfaite sur Facebook, une belle piscine, un prix canon, à quelques minutes de la plage. Tu vas verser un acompte entre 500 et 1000 euros, tout dépend du standing de ta villa. Et en arrivant sur place, soit la villa est déjà louée ou soit le propriétaire disparaît. Les conséquences, tu peux avoir la perte de ton acompte de 500 euros à plusieurs milliers d'euros. Tu n'as aucun logement à l'arrivée qui est prévu. Tu as des frais et du stress imprévus en urgence, ce qui n'est pas super agréable quand tu viens d'arriver à Bali. J'ai rencontré un couple d'expats qui a dû dormir 3 jours à l'hôtel avec toutes leurs affaires. C'était pas la meilleure façon de commencer leur séjour ici. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ça m'est aussi arrivé. Je suis parti en week-end avec des amis à Uluwatu. On avait loué une villa. On passe la journée à la plage et la soirée. On échange avec le propriétaire pendant 2 jours. Donc tout allait bien. Le soir arrive, on veut aller à la villa et là on arrive devant la villa. Alors elle existait bien, mais par contre c'était une déchetterie, c'est-à-dire qu'elle était inhabitable. Il était 21h30, on a dû réserver un hôtel en urgence et surtout s'occuper de toutes les démarches pour se faire rembourser. On a eu de la chance, c'était une villa à courte durée puisque c'était pour un week-end, on est passé par une plateforme, donc Airbnb, donc on a pu se faire rembourser. Mais en tout cas, quand tu passes par quelqu'un en direct, par un propriétaire en direct, tu n'as aucun recours possible. Donc, ce que je recommande, ne jamais verser d'acompte en direct à un propriétaire sans visite. Ensuite, demande un contrat. Un contrat, alors le contrat va être en indonésien, mais tu peux aussi le demander en anglais. Moi, pour ma villa, j'ai un contrat, tu verras sur les feuilles, la moitié est en indonésien et l'autre moitié est en anglais. Comme ça, au moins, tu comprends ce qu'il y a dans ton contrat. Et surtout, si tu restes long terme,
c'est ce que je recommande à tous les membres de mon accompagnement, c'est de visiter sur place avant de louer. Puisqu'en règle générale, en France, on habite dans un appartement. Quand on déménage à Bali, on prend souvent une villa, on se dit c'est super, c'est une villa, il y a une piscine, il y a du personnel, tout est parfait. En vrai, tu peux découvrir des problèmes invisibles sur les photos, un chantier trop bruyant à côté, une mauvaise isolation qui rend invivable la villa. Ça m'est arrivé avec une des premières villas que j'ai louées, il y avait un espace énorme entre les murs, ce qui veut dire que dans la chambre, même avec la clim à 16 degrés, il faisait 27. C'était horrible. Ensuite, la quatrième arnaque, c'est les bureaux de change truqués. Tu vois un taux de change beaucoup plus avantageux que d'autres bureaux de change. Tu donnes tes billets et pendant qu'ils recomptent, ils retirent discrètement une partie de la somme et au final, tu te retrouves à la fin avec 10 à 20% en moins de la somme que tu devais récupérer. J'ai un ami qui a perdu environ 1,2 million de roupies. Donc ça fait l'équivalent environ de 70 € et quand il est revenu dans le bureau de change, mais comme par hasard, plus personne ne parlait anglais. Donc les conséquences de cette arnaque, tu peux avoir une perte de 10 à 20% du montant que tu as souhaité échanger, tu vas avoir une méfiance envers tous les changeurs et puis l'argent qui est perdu va être dans quasiment tous les cas irrécupérable. Pour éviter ces problèmes, ce que je te recommande, c'est d'utiliser uniquement des bureaux de change fermés avec des caméras ou de retirer à des ATM officiels. La deuxième chose, alors je sais que ça peut prendre un peu plus de temps et ça peut être un peu relou, mais au moins tu es sûr, c'est de recompter. Donc même s'il a compté devant toi, du moment où il te donne la somme dans les mains, recompte devant lui, comme ça au moins tu es sûr à 100%. Et enfin, la dernière arnaque, c'est les frais abusifs sur les scooters. Tu rends le scooter et là le loueur t'accuse d'avoir causé une rayure qui était déjà présente. Dans ce cas de figure, c'est ta parole contre la sienne. Donc les conséquences, c'est que tu peux payer très cher. Ici, ils peuvent facturer de manière abusive, 1 à 5 millions de roupies, ce qui fait environ 60 à 300 € environ. Puisqu'en fait, quand tu n'as pas d'état des lieux officiel, c'est sa parole contre la tienne. Ce que je te recommande, c'est vraiment de prendre des photos, des vidéos du scooter sous tous les angles avant de partir. Ce qu'il faut aussi que tu saches, si on te livre un scooter qui est sale, nettoie-le. Puisqu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre de la saleté sur des rayures pour les cacher. Et au moment où tu vas rendre le scooter, eux, ils savent où est la rayure. Donc ils vont la nettoyer et ils vont dire écoute, c'est toi qui l'as fait. Donc ça, c'est très important, toujours nettoyer le scooter si tu vois qu'il est crade. Petit tips, dans mon accompagnement, je te donne aussi les contacts des loueurs honnêtes, fiables, qui viennent livrer chez toi pour te dire, moi je passe par la même personne depuis 2 ans, c'est un Français, ça m'est déjà arrivé, j'ai eu un accident en scooter, j'ai rayé toute une partie, il était très honnête, on est allés tous les deux au garage et j'ai payé exactement le prix des réparations. Donc il ne m'a pas surfacturé en plus. Donc ça en avait pour environ, je crois, 1 million. Donc à l'époque, c'était environ 60 €. Alors que j'ai un ami qui a fait un accident beaucoup moins important. Il en a eu pour 300 €. Donc ça, c'est très important aussi de passer par des loueurs de scooters fiables si tu veux pas avoir d'ennuis ou de frais injustifiés. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites t'expatrier à Bali en toute sérénité, tu as un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est Maël en direct de Bali.